Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui je ne suis pas chez moi comme à l'accoutumée, ni à l'hôpital, je suis dans le cabinet de M ton kiné. C'est ça, on est chez moi du coup aujourd'hui, absolument, bienvenue. Donc pour ceux qui le connaîtraient pas plutôt d'Instagram, je vais quand même lui demander par politesse de se présenter. Donc moi c'est M ton kiné, je suis kinésithérapeute, je suis ostéopathe du sport et comme tu le dis, j'ai un compte Instagram, une chaîne YouTube où j'aime parler du fonctionnement du corps humain, des articulations, les muscles, les tendons, les blessures, la récupération et donc on a le sport en point commun toi et moi. Et si les gens, ceux qui n'aiment pas leur kiné, est-ce qu'ils peuvent quand même regarder la vidéo? Ils peuvent quand même regarder la vidéo et à la fin ils mettront dans les commentaires pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas leur kiné. Bon, aujourd'hui trêve de plaisanterie parce que là il y a un gros malaise avec cette blague de merde. Aujourd'hui, on va vous parler des pathologies d'épaule et notamment des douleurs d'épaule. Moi, j'ai voulu demander à M ton kiné. Tu peux m'appeler Emric. Ouais, mais voilà, j'ai hésité. Est-ce que je l'appelle Emric ou est-ce que je l'appelle M ton kiné? Bon, à demander à Emric justement ce qu'il en pense dans sa pratique du coup quotidienne, en gros, parce que c'est un des gros pans des blessures dans le sport et notamment tout ce qui va être sport de force, musculation, etc. Ouais. Notamment, qu'est-ce qu'il rencontre? Comment est-ce qu'on peut sauvegarder, on va dire, protéger ses épaules? Et est-ce qu'il a quelques conseils pour justement adapter un petit peu tout ça? Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, les douleurs d'épaule génériques. Je mettrai un bêtisier. je parle comme Yoda à mettre les adjectifs avant. Ce qui n'a aucun sens. Bon, pour toi, première question, ce serait quoi les pathologies de l'épaule les plus fréquentes, en tout cas celles que tu rencontres le plus souvent? Il y a plein de pathologies d'épaule différentes, mais en fait, aujourd'hui, on a regroupé sous une même catégorie de nombreuses pathologies. Des problèmes de tendons, des problèmes de bourse, des problèmes de labrum, tout ça… Bourse. Ah. Énorme bourse. Des petits coussinets de glissement, des bourses séreuses. J'ai honte de moi, je suis désolé. Et tout ça, on l'a mis dans une même catégorie qu'on a appelée des douleurs sous-acromiales. Donc, on ne prend pas en compte les luxations, on ne prend pas en compte certaines paralysies de nerfs, etc. Mais en fait, très souvent, surtout dans le milieu du sport, comme les sports de lancer ou à la musculation, les douleurs d'épaule font partie de cette catégorie. Donc, les fameuses tendinites, donc les problèmes de tendons qu'on peut rencontrer. Ouais, au niveau de l'épaule donc. Exactement. Ok, et du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce que toi tu qualifierais de tendinite de l'épaule et est-ce que tu as des petits conseils vis-à-vis de ça? Ouais, alors la tendinite de l'épaule, déjà le HIIT, on essaie de moins l'utiliser parce que le HIIT, il fait référence à une inflammation myocardite, tu vois, si on reprend ta spécialité. Mais en fait, sur l'épaule, il y a rarement une inflammation. Il y a souvent une douleur, mais il y a rarement une inflammation. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de tendinopathie, une pathologie du tendon. Et ça, c'est très fréquent que les tendons de l'épaule deviennent douloureuses. Donc la coiffe, ça, pour un petit rappel, c'est entre 4 et 5 tendons selon la littérature. Juste, je vais te couper parce que c'est vrai que quand on parle, quand on entend les gens à la salle de sport notamment, ils disent « ouais, j'ai une tendinite de l'épaule », sous-entendu, en gros, mon deltoïde, il a une tendinite. Exactement. Et pourtant, est-ce que la tendinite du deltoïde ou la tendinose ou la tendinopathie du deltoïde, c'est quelque chose de fréquent? Jamais vu. J'en ai jamais vu. Et en fait, globalement, tu le dis tout à l'heure, les gens, dès qu'ils ont une douleur à l'épaule, ils disent qu'ils ont une tendinite. Alors que ça peut être vraiment une dizaine de douleurs différentes, d'origine, de tissus différents. Mais globalement, moi, dès que j'ai un sportif au cabinet, que ce soit muscu, crossfit, sport de lancer, tennisman, ils me disent « ah là là, Emric, j'ai une tendinite de l'épaule, soignez mon épaule ». Ouais, en fait, c'est plus compliqué. C'est ce qu'en tant que pratiquant, en fait, on pense. On se dit, j'ai utilisé mon épaule, tout le monde parle un peu autour de toi de tendinite du coude, tendinite par-ci, tendinite par-là. Tu te dis, ça doit être une tendinite puisque c'est une douleur qui est reproduite au mouvement, donc ça doit être le muscle, donc c'est une tendinite. Parce que tu n'as pas envie de penser que tu t'es déchiré un morceau du muscle de l'épaule. Ouais, c'est ça. Mais l'avantage, c'est que c'est souvent une pathologie qui n'est pas grave, qui récupère très bien. Et les tendons touchés sont souvent les tendons de la coiffe des rotateurs. Donc supraépineux, infraépineux, petit rond, subscapulaire et plus ou moins le long biceps, comme on pouvait se dire. Il y en a qui le mettent dedans, d'autres qui ne le mettent pas. Mais en tout cas, c'est l'un des tendons, le biceps avec le supraépineux, qui fait le plus souvent mal dans cette coiffe des rotateurs. Une autre question du coup, en termes de cause, comment est-ce que pour toi, c'est quoi qui va favoriser justement l'apparition de ces pathologies? Alors, la première réponse, c'est la plus simple, c'est trop d'entraînement. Et ce sera malheureusement une bonne réponse. Donc, quelqu'un qui gère mal son volume d'entraînement, quoi qu'il arrive, elle va pouvoir avoir ses problèmes de tendons. Maintenant, si en gros, une pratique trop importante en termes de volume, enfin ce que tu appelles le volume, donc c'est le nombre de séries, le nombre de répétitions, c'est la quantité de mouvements. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est trop de contraintes par rapport à ce que le corps peut encaisser.
Et du coup, trop de contraintes, c'est le nombre d'entraînements, nombre de reps, nombre de séries, amplitude, charge, vitesse. Donc c'est quand même pas mal de choses. Voire même l'environnement dans lequel tu le fais. Tu vois, est-ce que tu es motivé pour t'entraîner? Est-ce que la musique est bonne? Est-ce que tu es avec des potes, etc. Tout ça, ça joue en fait dans ce qu'on appelle le load, la charge au sens large du terme. VS, ta capacité de récupération. Donc ça va être ton sommeil, ton âge, ton mode de vie, ton alimentation, etc. Donc en fait, tu peux soit avoir trop de charge, soit pas avoir assez de récupération. Et les deux sont possibles. Quelqu'un qui fait toujours pareil, mais d'un coup tombe malade, dort moins bien, vient d'avoir une rupture avec sa copine, peut se faire une douleur d'épaule, tu vois. Très bien ce que tu veux dire. Ou alors, tout va bien dans sa vie, mais d'un seul coup, il passe d'un 5x5 à un 5x10 à la même charge, et là, il va avoir des douleurs qui vont apparaître. Ok. Donc ça, c'est le côté surutilisation. Et après, tu vas avoir des trucs un peu plus spécifiques. Par exemple, vis-à-vis de l'épaule, tu vas avoir des problèmes de technique. Quelqu'un qui va changer de technique sur un mouvement va entraîner une modification de la manière dont travaille l'épaule et peut donc entraîner des douleurs. Un exemple concret, quelqu'un qui fait toujours des tractions en prise double pronation relativement large, si du jour au lendemain, il passe en prise double supination serrée, s'il ne laisse pas du temps à son épaule de s'habituer et qu'il ne fait qu'en fonction de son ressenti musculaire, l'épaule n'aura pas eu le temps de s'adapter à cette nouvelle façon de faire et il risque de se faire mal. Ouais, donc ça c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que dès que tu changes un tout petit paramètre en termes de biomécanique sur ton mouvement, en fait, il ne faut pas se dire que parce que tu le fais sur un autre mouvement ou sur le même mouvement mais avec une amplitude un peu différente, une prise un peu différente, tu peux faire la même charge, c'est ça en fait. Exactement. Un autre exemple concret que moi je vois souvent au cabinet, des gens qui font du développé couché, du bench. Quand tu benches à la barre, tu t'arrêtes quand la barre est au niveau de ton sternum. Du jour au lendemain, les gens passent aux haltères. Là, ils vont beaucoup plus bas parce qu'ils sont plus arrêtés au niveau du sternum. Et donc, ils entraînent un étirement et une position de l'épaule qui n'est pas mauvaise, mais à laquelle ils ne sont pas habitués. Et ça, ils ne vont pas laisser assez de temps au tissu pour se renforcer dans cette zone-là. Une douleur va apparaître. Je vais te poser une question qui sort un peu du cadre de la vidéo, mais ça m'y fait penser. Vas-y. Il y a un peu le débat des gens qui prônent l'amplitude complète et des gens qui prônent l'amplitude partielle. En gros, le fait qu'il ne faudrait pas aller chercher l'amplitude, je ne vais pas te dire exagérée, mais en gros, travailler sur une amplitude complète parce que ça pourrait créer des pathologies. Et je connaissais quelqu'un qui était chiropracteur et qui me disait, pour moi, tu peux travailler tant que tu entraînes progressivement sur une amplitude, même si elle paraît être, on va dire, exagérée ou mauvaise. Je suis plutôt d'accord avec ça et en fait, on va prendre plusieurs exemples concrets. Il faut toujours se demander quel est l'intérêt de le faire ou pas. L'amplitude complète, l'avantage, c'est que tu vas avoir une course musculaire plus importante, donc un recrutement musculaire plus important, et tu vas aussi avoir un étirement musculaire plus important qui va faciliter le recrutement. Donc ça, c'est un avantage à ça. Par exemple, tu prends le cas du tirage nuque. Le tirage nuque où tu viens tirer derrière la tête au niveau de ton tirage vertical, il va te demander une grande mobilité d'épaule, donc une amplitude, etc. Si tu le fais très progressivement, très lentement, en augmentant doucement la charge, en travaillant ta mobilité d'épaule, il n'y a pas de problème. Par contre, on sait qu'il n'y a pas d'avantage musculaire à le faire par rapport à un tirage devant. Donc, est-ce que c'est très intéressant de le faire? Non, si tu veux le faire, fais-le, mais il n'y a pas de risque. Par contre, il faut que tu sois progressif. D'accord, donc pour toi, il n'y a pas forcément de mauvais mouvements en fonction d'anatomie qui sont, on va dire, prédisposés à certains types de blessures. Exactement. Par contre, il y a certains mouvements qui vont être plus difficiles, qui vont demander plus de temps, plus de progression que d'autres. Par exemple, tu prends le cas maintenant pour parler de la partie amplitude du pontage. Les gens qui sur le développé couché disent oui, mais ceux qui pontent, ils trichent, ils font que des quarts de développé couché. Là, il ne faut pas oublier que ceux qui pontent, ils ne veulent pas être le plus fort possible sur le développement musculaire du pectoral. Ils veulent juste valider une répétition en compétition. Donc eux, moins il y a de chemin parcouru, plus ils vont être forts et mieux ce sera pour leur compétition. Donc eux, par contre, je leur dirais de ne pas faire du renforcement musculaire sur toute l'amplitude parce qu'ils n'en ont pas l'intérêt. Mais une fois de plus, là, c'est encore un cas particulier. Mais inversement, s'ils sont très très forts sur une portion partielle, il ne faut surtout pas avec la même charge qu'ils descendent 1 cm ou 2 en dessous parce que c'est là où ils risquent, s'ils n'ont jamais travaillé, de se blesser complètement et assez gravement. Quelqu'un qui ne fait que du quart de squat très 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 lourd depuis 10 ans, le jour où il fait un squat complet, s'il décharge pas, il va se faire hyper mal. Le squat complet avec le cul vraiment au sol en mode asiatique, ça c'est pas spécialement mauvais, mais par contre c'est des gens qui l'ont entraîné, qui ont la mobilité nécessaire, etc. Ok, donc ça répond assez bien aux questions parce que c'est vrai qu'à la salle de sport, souvent sur les mouvements d'épaule, il suffit de modifier 2-3 petites choses et puis on sait comment ça se passe. Tu es en train de t'entraîner, tu as ton pote qui dit attends, je vais faire comme toi. Parce qu'il a envie de copier alors qu'en fait il dit mais toi tu descends quand même bas, il fait pareil et le lendemain il dit ouais, il m'a fait un peu mal ton exercice, tu es sûr qu'il est bon et toi il dit je comprends pas, je te vois faire ça depuis longtemps. Donc en fait c'est faire super attention
à non seulement l'exécution, mais en fait l'exécution par rapport à vous-même et ce que vous avez appris. Finalement, c'est vrai qu'on voit des fois des gens qui ont des mobilités assez incroyables, qui sont forts. On voit ceux qui font, je ne sais plus quel athlète faisait de l'overhead en faisant un grand écart et tout. C'est sûr que le mec. C'est Jimmy Foo. Oui, c'est ça, Juji Moufou. Ou même Van Damme entre ces deux camions. Je pense que moi, le jour où j'écarte mes jambes à plus de 30 degrés. Il y a les deux adducteurs qui font ting. C'est ça. Donc, effectivement, tout ça, ça se travaille. Mais probablement que, même si j'ai pas une souplesse légendaire, si je l'entraînais, j'arriverai très certainement au bout d'un an à atteindre des amplitudes convenables. Et puis sur les questions d'amplitude, il faut toujours se demander, tout est possible, mais ça va demander plus ou moins de temps et est-ce que j'ai envie, tu vois. Toi demain, tu pourrais faire le grand écart, c'est pas mauvais, mais ça va te demander, demain au sens large, mais ça va peut-être te demander 50 pratiques tous les jours. Est-ce que tu as envie, tu vois. Et une personne qui aujourd'hui fait du développé couché et qui s'arrête un tout petit peu avant son sternum parce qu'elle n'est pas à l'aise dans sa mobilité d'épaule et que ça lui convient et qu'elle est bien et qu'elle pratique comme ça, bah reste comme ça. Et si du jour au lendemain elle veut aller beaucoup plus bas, bah elle pourra, mais ça va peut-être lui demander 6 mois ou 1 an de travail de mobilité quotidienne. Et si elle n'a pas envie de faire ce travail, dans ce cas-là, autant ne pas le faire. Donc pour l'épaule, finalement, c'est la même chose. Il faut entraîner sa mobilité d'épaule en fonction de ce qu'on a envie de faire. Exactement. Et si on n'a pas la mobilité, il ne faut pas faire. C'est pas parce que c'est écrit dans tel ou tel programme d'entraînement ou tel youtubeur qui va te dire non mais vas-y, travaille en amplitude complète, que d'un seul coup tu vas à la salle, tu fais aujourd'hui, on est parti. C'est pas mauvais, mais ça demande des vrais prérequis. Ok, donc la progressivité finalement, ce serait en fait le principal conseil de la vidéo. Ouais. Autre question maintenant, parce que du coup tu as dit tout à l'heure, pour tous ceux qui ont, voilà, il y a ceux qui vont regarder cette vidéo en prévention, mais la plupart des gens, c'est vrai qu'ils vont regarder, ils vont voir le mot douleur d'épaule et ils vont venir quand ils ont déjà mal. Donc pour toutes ces personnes-là qui regarderaient la vidéo, tu as dit tout à l'heure que dans la plupart des cas, tu arrives à avoir des bons résultats en termes de douleur, en termes de récupération d'amplitude. Et notamment, ce qu'on voit parfois, c'est des gens qui ont des vraies lésions au sens parfois rupture de coiffe ou autre, à force justement d'avoir dégénéré le tendon. Est-ce que pour toi, tout le monde ou quasiment tout le monde peut arriver à récupérer au moins l'absence de douleur? Alors, tout dépend de la lésion en elle-même. Déjà, les ruptures complètes d'un tendon sont relativement rares. Souvent, à l'imagerie, on voit des fissures. Quand il y a une fissure, il n'y a aucun problème. Le tendon, c'est comme n'importe quelle structure. Globalement, tendon et muscle, on va les associer, même s'il y a des petites différences de tissu. Globalement, ça réagit de la même manière. Donc, quand on parle d'un tendon, on parle d'un muscle et ça se renforce. Donc, quand c'est des fissures, il n'y a aucun problème. Quand c'est une rupture complète, soit c'est chirurgical, mais du coup, on ne va pas en parler. Soit, dans ce cas-là, la récupération est possible, mais ça dépend combien de tendons sont rompus. Quand il y en a un seul, ça va. À partir de 2, donc sur les 5 ou 4 selon la littérature, ça commence à être compliqué. D'accord. Et après, ça va dépendre de quels sont les tendons. D'accord. Il y en a qui sont devant, il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont derrière. Rupture complète, compliquée, mais relativement rare. Par contre, fissure, lésion, inflammation, tout ce que vous pourrez voir sur des comptes rendus d'échographie ou d'IRM, si c'est vraiment ça la source du problème, ça récupère très bien et ça passe par évidemment du renforcement musculaire. Ok, donc c'est intéressant à savoir parce que c'est vrai que souvent, on voit tellement de personnes qui ont des douleurs au niveau de l'épaule que finalement, c'est un peu, des fois, on a l'impression du renoncement de se dire de toute façon, j'ai mal. Je suis allé voir le kiné une fois ou je suis allé voir telle ou telle personne ou même mon médecin il m'a mis du Doliprane, de l'Advil ou d'ibuprofène et ça marche pas. En gros, je suis condamné. Donc en fait, ça veut dire que tu as un vrai intérêt à tout ce qui va être réadaptation et qu'il ne faut pas le négliger. Non, exactement. Dans la littérature, l'outil principal à utiliser, c'est le renforcement musculaire. C'est ce qui marche le mieux sur ce type de problème d'épaule. Le repos, peu d'efficacité. Les traitements anti-inflammatoires, peu d'efficacité. Les exercices, la difficulté, ça va être de trouver le bon exercice, le bon nombre de répétitions et le bon nombre de séries. Et là, il n'y aura pas de règle, ce sera en fonction d'un bilan et en fonction de chaque personne. Il y en a, ils vont avoir besoin de renforcer plutôt la coiffe postérieure. Il y en a, ça va être plutôt des exercices de stabilité pour stimuler l'intégralité de la coiffe. Il y en a, ça va être seulement dans certaines positions. Tu vois, moi, j'ai des patients, par exemple, ils me disent, moi, j'ai mal que sur le bench. Tu vois, et donc, eux, leur faire de la rotation latérale coude au corps, il n'y a pas d'intérêt en fait, parce que là, ils n'ont aucun problème. Eux, je vais leur faire du travail un peu plus spécifique à la position du bench. Donc, la coiffe de rotateur, c'est dans cette position que je vais travailler. Un patient, moi j'ai des crossfitters qui va me dire, moi j'ai mal que quand je fais certains mouvements de suspension en traction aux anneaux, à la barre, en keeping, et ben c'est dans cette zone-là que je vais devoir les renforcer. Et autre question, je te pose beaucoup de questions. Vas-y. Est-ce que tu penses que sur tout ce qui est globalement sur toutes les douleurs d'épaule de type pas forcément tendinite, mais problème de coiffe sur tout ce qui va être les presses, devant, derrière, au-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a toujours moyen d'arriver justement à un résultat ou est-ce que tu as déjà eu des personnes qui globalement ont toujours mal? Alors avec
une réadaptation bien conduite. Ouais, parce que je pense que le numéro 1, c'est les mecs qui te disent oui, je vais faire. Et... Non, je vais pas mentir, j'ai pas soigné tous mes patients. Ce serait trop beau. Ouais. Mais après, quand un patient va pas bien et n'évolue pas, est-ce que c'est parce que le diagnostic n'est pas le bon? Est-ce que c'est parce que c'est pas les bons exos? C'est compliqué. Mais globalement, si une fois de plus, c'est un vrai problème de tendinopathie, de tendon de la coiffe, très souvent, c'est vraiment mes patients qui vont le mieux. Mais des fois, ça me prend plusieurs séances à trouver le bon dosage d'exercice, à trouver les bons exos. Et là, j'ai en tête un patient, un crossfitter qui avait une grosse lésion d'épaule. Ça a bien marché, mais il a été hyper assidu. Il faisait tous ses jours 20 minutes d'exercice. Il faisait tous les exercices que je donnais et ça a quand même mis 3 à 4 mois pour partir complètement. Ouais, donc il faut laisser le temps quand même. Il faut laisser du temps parce que comme pour n'importe quel principe, si on part du principe que le meilleur outil c'est le renforcement musculaire, à la muscu, on le sait, quand tu veux avoir une progression, tu l'as pas en une semaine. Tu l'as au minimum en 6 semaines. Et les programmes d'ailleurs, c'est jamais des programmes d'une semaine. Ou alors c'est vraiment les trucs summer body. Mais sinon, tu vois, c'est des programmes qui sont sur 6 semaines ou 12 semaines. Donc si tu veux avoir des effets positifs, il faut te dire que ça va te prendre au minimum 6 à 12 semaines. Oui, c'est comme les gens qui vont faire 2 séries d'abdos et entre chaque série, ils vont regarder. Est-ce que j'ai mon six-pack? Non, c'est toujours là. Je comprends pas. Donc c'est des pathologies qui évoluent très bien sur le long terme. Où en général, les patients ne gardent pas de séquelles. Mais par contre, il faut une adhésion pour que le patient fasse bien ses exos. Mais en général, dans la musculation, si c'est bien amené, moi les patients ils le font bien parce qu'en fait ils l'intègrent dans leur réchauffement. C'est-à-dire que je leur dis ok, vous me faites un peu de rotation ici, un peu d'activation du trapèze, un peu de travail du dentelé, je leur donne 12-15 répétitions, 4 à 5 tours et en fait ça leur fait déjà en échauffement, ça va les chauffer, ils ont l'habitude de ces cycles avec les temps de repos et derrière ils peuvent aller faire leur séance. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que dans la conception, et enfin moi le premier, c'est vrai que souvent on voit des gens qui disent bah voilà, je suis allé faire de la kiné, ça n'a pas marché. T'as un peu l'impression que les douleurs d'épaule, c'est un peu bon bah mon gars, va falloir arrêter les exercices et puis bon bah tu feras plus que le bas du corps et puis comme les gens n'aiment pas faire le bas du corps, bah, ils arrêtent et au final ils font plus rien. Et ça c'est le pire. Et l'autre chose aussi, c'est ceux qui cherchent, je pense, des solutions chirurgicales, de se dire en fait, en gros la solution miracle où tu vas voir le médecin ou le chirurgien orthopédique en disant bah voilà j'ai ça, répare-moi et ensuite donc en gros c'est un peu le refus de la réadaptation. Ouais, et le chirurgien, il n'opérera pas en fait. C'est ça. Ce qu'on va avoir qui est très souvent fait trop tôt, c'est les infiltrations. Ouais, il y a ça aussi. Très souvent, comme tu le dis très bien, les gens vont faire 1 ou 2 séances d'ostéo, un peu de kiné, mais ça va pas assez vite. Et ils ont l'impression qu'il y a un truc déplacé qu'il faudrait mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est cool. Tu te dis, ouais, il me faudrait cette petite manip pour que ça aille mieux et que je sois tranquille. Alors qu'en fait, non, des fois, il y a un vrai travail de plusieurs mois à mettre en place. Et souvent, ça, je le vois, pas les opérations, mais les infiltrations. Les gens vont se faire opérer. Les infiltrations, c'est des injections d'anti-inflammatoires dans la zone. Et on l'a dit en début de vidéo, c'est souvent pas des tendinites, c'est souvent pas inflammatoire. Ouais. Et souvent, ça leur fait du bien parce qu'il y a un côté antidouleur, mais en fait, c'est des gens qui reviennent au bout de 3 semaines avec les mêmes douleurs et les mêmes problèmes. Oui, puis il y a forcément un petit peu d'inflammation au moment où tu fais l'exercice. Sûrement. Du coup, en fait, mais c'est pas ça le fond du problème. Ça, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves très souvent avec une coiffe de rotateur qui est trop faible, qui a perdu sa capacité et qui, dans la vie quotidienne, pour un sportif, va plutôt bien se passer et qui, pour un sédentaire, même la vie quotidienne va devenir douloureuse parce que ça devient un geste de sport de haut niveau. On voit le fameux la douleur quand tu veux accrocher ta ceinture. C'est ça, accrocher la ceinture, mettre la veste, récupérer un truc en hauteur, c'est les mouvements un peu spécifiques. C'est vrai que ça c'est important parce que du coup, tout ce qui est prévention, il y a quand même des vraies douleurs d'épaule. Au début, quand on a une petite douleur, on se dit bon, c'est pas très grave, c'est que à la muscu, c'est que quand je fais tel ou tel exercice, j'arrête cet exercice. Et puis si on continue d'avoir le problème… Il y a un deuxième exo, puis un troisième, puis après c'est la nuit dormir sur l'épaule, etc., etc. Et un jour on se réveille en fait justement au milieu de la nuit, j'ai un collègue c'est ça en fait, il se réveille au milieu de la nuit, il me dit dès que je dors dans une mauvaise position, en fait j'ai super mal et je suis réveillé et le lendemain j'ai ultra mal en fait tout ce qui va être mon épaule et ça le met vraiment pas bien, donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Et l'autre piège aussi pour l'avoir remarqué, dès que tu as une petite blessure, une petite douleur, même un truc qui va passer, t'as pas envie d'arrêter, du coup tu fais d'autres exos, du coup tu vas faire un volume plus important, c'est un peu ce qu'on disait, pour compenser, du coup tu vas te blesser ailleurs, parce que du coup tu te dis bon je peux pas faire les épaules, c'est pas grave, je vais faire 2 fois le dos, 2 fois les pecs. Erreur, parce qu'après tu te chopes la petite élongation du pec et puis progressivement le nombre d'exos que tu peux faire, il se réduit. Mais par contre, ce que je remarque très souvent, c'est que même si c'est des douleurs globales de coiffe, très souvent les douleurs sont présentes sur les mouvements de poussée et pas sur les mouvements de tirage. Et tu vois, moi, c'est un outil que j'adore utiliser et que les patients aiment, c'est que je leur dis quand ils arrivent au cabinet, on va pas faire repos complet, on va plutôt juste adapter certains exos. Et du coup, très souvent, les gens qui divisent un peu en push-pull legs, par exemple, et bien, on leur dit pour le moment, la séance push, vous faites une croix dessus,
Et par contre, vous gardez la séance pull parce qu'elle n'est pas douloureuse, elle ne va pas solliciter la coiffe de la même manière. Et tous les tirages, le bûcheron, le rowing et compagnie, ça vous continuez parce que le repos complet ne servira à rien. Et donc, autant garder le maximum d'exercices et trouver sur la manière dont vous décomposez vos séances, comment on peut l'adapter pour garder le maximum d'activité et du coup ne pas trop surcharger qu'une seule zone ou faire legs 5 fois par semaine et se retrouver dans 3 mois avec un genou comme ça parce que le ménisque n'aura pas tenu quoi. Et après demander de la réadaptation. C'est ça, et tu tournes en rond et après tu as les lombaires et voilà. Les mecs diront dans les commentaires, ouais, la machine est bien rodée pour faire revenir. C'est comme ça qu'on fait revenir nos patients. Ouais, fais des jambes 5 fois par semaine. Et est-ce que toi, tu préconiserais, parce que, bon, toutes les personnes qui ont déjà des douleurs, mais sur une personne qui n'a pas de douleur, tu préconiserais un échauffement de coiffe des rotateurs dès que tu fais en fait, pour faire très simple, dans l'épaule, tu as 2 grands types de muscles. Des gros muscles moteurs, le deltoïde, les pecs, etc. Et des muscles plus fins, la coiffe des rotateurs. Quand on fait de la muscu, même si la coiffe des rotateurs, elle travaille tout le temps, c'est surtout les gros muscles qu'on va entraîner. Et donc moi, ce que j'aurais tendance à préconiser à une personne qui n'a aucune douleur d'épaule, c'est de venir dans son échauffement, de se faire un vrai échauffement déjà, qui des fois passe à la trappe, parce que faire 20 développés couchés barre à vide, puis attaquer à 60 kg, c'est pas un échauffement, pour stimuler sa coiffe des rotateurs. Et en fait, elle va faire un échauffement prévention qui lui permettra sur le long terme de limiter le risque de douleur. C'est très intéressant et c'est vrai que l'échauffement, on a tendance à le zapper. On le sait. Non mais c'est clair, mais moi le premier, franchement, des fois je me dis c'est pas bien ce que je fais. Mais j'y vais, je finis tard le boulot, je me dis j'ai qu'une heure pour m'entraîner, je me dis si je commence à mettre 15 minutes à m'échauffer, en fait ma séance elle passe à la trappe. Donc en fait soit je rentre chez moi ou je viens même plus. Et donc à la fin on fait ça et puis jusqu'au moment où tu te blesses parce que justement tu t'es pas échauffé correctement. Penser à la prévention, très intéressant. C'est ça. Dernière question, tu m'as parlé en off tout à l'heure, tu m'as dit que toi dans ta technique de réadaptation, tu étais principalement pas forcément axé sur la pathologie en elle-même de l'épaule, mais tu me disais je vais regarder qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui me fait pas mal et on va partir à partir de là. Mais on va partir de là. En tout cas, on y va quoi. Voilà, en tout cas, on y va. C'est ça. Un exemple concret, tu vois. Le mec vient me voir à l'épaule, un truc classique, c'est genre quand je lève le bras, j'ai mal. Au tout début, quand j'ai eu mon diplôme de kiné, j'étais en mode ok, est-ce que c'est le supraépineux, est-ce que c'est l'ombiceps, est-ce que c'est son labrum. Maintenant, je m'embête un peu moins sur le tissu parce que de toute façon, ils vont tous bosser. Et par exemple, je vais dire ok, il a mal quand il fait ça, comment je peux l'améliorer? Quels sont les muscles en jeu? Je vais modifier la position de son omoplate. Donc je lui fais mettez-vous comme ça et recommencez. Est-ce que c'est mieux? Si c'est pas mieux, j'essaie autre chose. Je vais lui activer à fond sa coiffe de rotateur, recommencer. Est-ce que c'est mieux? Et tu vois, en fait, j'ai plein d'hypothèses. Je fais des tests et je vois si ça y répond. Et comme ça, je vais trouver un traitement. Je me dis, ok, en activant son trapèze supérieur avec 100 répétitions en shrug, je vois qu'il n'a plus aucune douleur. Peut-être que sa douleur est due à un déficit d'activation du trapèze supérieur. Et à partir de maintenant, vous faites 5 fois 20 reps à 10 kg tous les jours. Et dans 3 semaines, on refait un point. Et après, moi, j'ai quand même des techniques pour gagner en mobilité et compagnie. Mais maintenant, j'essaie plus de traiter une douleur, un symptôme, plutôt que de me dire, ok, c'est tel tissu qui lui fait mal. Parce qu'en fait, mon patient, il s'en fout, ça soit son biceps, lui, ce qu'il veut, c'est pousser lourd et que ça passe. Oui, bien sûr. Ça aussi, c'est probablement une bonne approche. Parce qu'au final, le but, c'est de retrouver une mobilité, de retrouver un corps sans douleur, sans une épaule qui te permet de faire ce que tu aimes faire, en fait, justement, de façon assez libre. Et donc, je pense que ce sera une bonne conclusion. Qu'au final, il faut diagnostiquer quel est le problème, éventuellement la pathologie, mais au final, c'est plus qu'est-ce qui va te restreindre et qu'est-ce qu'il va falloir travailler. Et réussir à améliorer surtout. C'est ça. Parce que au final, c'est vrai que savoir que c'est tel ou tel tendon, au final, du moment que tu trouves l'exercice qui te permet d'aller mieux, surtout sur des choses, après que le chirurgien te dise il faut opérer tel ou tel tendon, là c'est différent. Voilà, là on change un peu de domaine, mais du coup là on reste sur du fonctionnel et du mouvement. Et donc, le but c'est de retrouver le mouvement et donc c'est un peu de temps quand même, parce que ça prend toujours un peu de temps, c'est normal, il n'y a pas de magie, c'est rarement en une séance que ça récupère, mais ça récupère sur le long terme. La fameuse, le point vital, quand on t'appuie dessus, ah putain ça y est, ça rebouge. Ça n'existe pas. On aimerait bien que ça existe. C'est un peu ce qu'on cherche avec un médicament, une opération. Bien sûr, mais en fait, ok, écoute, merci beaucoup pour cette discussion qui était pour le coup super intéressante. Je pense que les gens auront eu beaucoup de réponses à leurs questions. Donc moi, mon message, ce sera ça, penser à la prévention déjà, mais aussi penser pour toutes les personnes qui regardent et qui ont des douleurs, que là on a parlé de l'épaule, mais on pourra faire, et d'ailleurs dites-le en commentaire si ça vous intéresse d'autres articulations, d'autres problèmes. On fera les lombaires, puis les genoux, puis On en a pour longtemps parce que je crois que le corps humain il est assez vaste. Mais du coup, pour toutes les personnes qui ont des douleurs,
pensez à consulter donc des professionnels de santé, des kinés, des gens qui ont l'expérience et pas simplement tenter de… Enfin, c'est bien de regarder des vidéos YouTube, mais il faut le rappeler, rien ne vaut l'expérience d'une personne qui va vraiment, comme tu dis, voilà, faire un bilan et ensuite te proposer des exercices spécifiques et adaptés à ce qu'il a trouvé. C'est ça. Parce que déjà, vous allez gagner beaucoup de temps et surtout, vous avez quand même beaucoup plus de garantie d'efficacité que simplement ce que je vais vous dire moi ou même toi sur cette vidéo qui est très généraliste et qui donne des pistes de recherche pour vous aider à aller mieux. Donc merci à Aymeric. Désolé, je suis vraiment pas poli du tout. Retrouvez-le bien sûr sur son Instagram et sur sa chaîne YouTube. Yes, Aime ton kiné, absolument. Pour retrouver des infos sur les articulations, sur la pratique sportive, etc. Vous retrouvez tout. Et maintenant, je vais rebondir sur ma blague toute pourrie du début. Maintenant, j'espère que vous allez aimer votre kiné. Et donc, mettez un pouce bleu. Et posez vos questions dans les commentaires. Voilà, et on y répondra avec plaisir. Merci et à bientôt. À bientôt. Salut. Bye.